Bonjour et bienvenue sur Radio CSERT, votre podcast quotidien sur l'actualité cyber du dimanche 8 décembre 2024, épisode 118. Je suis Marc-Frédéric Gomez, en direct des Terres Berrichon. J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, c'est un épisode spécial sur SIEM3, le Security Incident Management Maturity Mode. Bien entendu, vous retrouverez tous les liens qui m'ont permis de faire cet épisode spécial dans la description. Dans cet épisode, où nous explorons le SIEM3 V2 Intérim, un modèle de maturité qui redéfinit la gestion des incidents de sécurité. Publié en janvier 2023, il s'agit d'une mise à jour majeure du modèle utilisé depuis 2008. SIEM3 version 2 intègre des nouvelles perspectives tout en restant compatible avec la version précédente pour les CSIRT, les CERT ainsi que les SOC. Ce modèle ne se limite plus à la réponse aux incidents. Il couvre désormais la prévention, la détection, la résolution et l'amélioration continue. Avant d'entrer dans les détails, posons une question essentielle. Pourquoi la maturité des CSIRT ainsi que des CERT est-elle si cruciale ? Les cyberattaques évoluent rapidement. Avoir une équipe de réponse à incidents mature n'est pas seulement un avantage concurrentiel, c'est vraiment une nécessité stratégique. Les bases de SIEM3 s'appuient vraiment sur une architecture de maturité. SIEM3 repose sur 3 piliers fondamentaux. Le premier, les paramètres de maturité. Il y a plus de 40 paramètres regroupés dans 4 cadrans qui mesurent les capacités d'un CSIRT ou d'un CERT. Par exemple, le paramètre O3, autorité, évalue si un CSIRT ou un CERT a le pouvoir de faire appliquer des mesures de sécurité. Une autorité limitée peut freiner la capacité à répondre efficacement à une crise. Les cadrans de maturité, l'organisation, ce qu'on appelle le O, incluent des aspects comme le mandat, les services et la politique média. Aussi, c'est une nouveauté dans la version 2. L'humain, ça va couvrir la résilience des équipes et leur formation, essentielle dans un domaine où le turnover peut affaiblir une organisation, ainsi que le burn-out. Les outils, c'est le T, il va évaluer les ressources technologiques comme les systèmes de suivi d'incidents ou les outils de prévention. Et enfin, le P, le processus, met en accent les workflows comme l'escalade au niveau des gouvernances ou de la gestion des retours d'audit. Et le troisième niveau de maturité, c'est chaque paramètre est évalué entre 0 à 4. 0, c'est que ça n'existe pas, vous n'avez rien. 1, vous en avez parlé, et ainsi de suite jusqu'à 4. Bon, au départ, quand je fais des audits, tout le monde est à 4. Après mon audit, ils sont tous entre 2 et 3. Par exemple, un score de 2 sur le paramètre O5 va indiquer que les services sont définis mais pas formalisés, ce qui peut créer des incohérences opérationnelles. Mais rentrons dans le cadran de l'organisation, ce qu'on appelle les fondations stratégiques. L'organisation va regrouper des aspects stratégiques, donc avec quelques exemples concrets, ça va être le mandat, c'est le O1. Un CSIRT national doit avoir un mandat clair, idéalement inscrit dans la loi. Sans cela, sa légitimité peut être contestée lors des crises. Mais c'est pareil pour un CSIRT d'une entreprise. Si son mandat n'est pas clair, il n'est pas inscrit dans la PSSI pour le prévenir lorsqu'il y a des incidents, etc., sa légitimité, elle sera contestée de toute manière. Après, il y a ce qu'on appelle le O5, description des services. Les services doivent être décrits en détail, et une bonne pratique, ça va consister à publier un document, ce qu'on appelle le RFC 2350, pour informer la communauté sur les capacités réelles du CSIRT ou du CERT. Et la nouveauté, c'est, en français, j'ai pas réussi à le faire, ils appellent ça politique média en français, mais c'est plutôt la public média. C'est la gestion des crises médiatiques est cruciale. On se rend compte que déjà, depuis maintenant ces 3 dernières années, de plus en plus, les crises cyber sont associées à des crises médiatiques. Et quand il y a des fuites de données massives, par exemple, sans politique claire, une mauvaise communication peut amplifier la crise. Un autre cadran, ce qu'on appelle le cadran humain, le H, et c'est vraiment le capital essentiel des CSIRT. C'est pas la technologie, c'est pas les outils, c'est l'homme quand même. Et les équipes sont vraiment au cœur du fonctionnement d'un CSIRT, que ce soit la résilience de l'équipe. Il faut savoir qu'une équipe qui ne peut fonctionner qu'avec 3 personnes est vulnérable. Imaginez une crise pendant les vacances estivales, sans personnel suffisant, la réponse aux incidents sera compromise. Ça, c'est le H2 par exemple. Mais il y a aussi le développement des compétences. Le H4, H5 et H6, c'est la formation technique, elle est essentielle pour suivre l'évolution des menaces, mais les soft skills, comme la gestion du stress et de la communication, ne doivent pas être négligés. C'est assez intéressant quand vous montez votre plan de formation en tant que responsable de CERT ou de CSIRT, vous allez découvrir que vous allez demander des formations qui sont un peu particulières, comme ce qui va être la gestion de la communication, mais pas que pour de la gestion de crise. Vous allez aussi avoir des formations sur la gestion du stress, comment faire tourner vos équipes, comment appréhender des situations extrêmement anxiogènes, comment parler à la presse. C'était assez sympa. Un autre cadran qui est assez intéressant, c'est les outils, c'est ce qu'on appelle le T. Donc, ce sont toutes les fondations technologiques de votre équipe de réponse à incidents. Donc, le système de suivi des incidents, ce qu'on appelle le ticketing. Alors, il y a des outils comme The Hive qui permettent de structurer la gestion des incidents, mais pas que. Ces outils doivent être sécurisés pour protéger les données sensibles. C'est pas parce que vous avez mis un outil de ticketing
que votre équipe de réponse à incident est en capacité à faire de la traçabilité. La résilience des communications. En cas de panne Internet ou de réseau, un plan de secours utilisant plusieurs fournisseurs est indispensable. Votre entreprise vient de subir un incident majeur, que ce soit un incident lié à des conditions météo, que ce soit suite à une cyberattaque ou à un ransomware. Comment vous faites pour continuer de discuter? Comment vous faites pour continuer à amener de l'information auprès de vos équipes de sécurité? L'orchestration des outils, c'est du T8 au T10. Ce sont les outils de prévention, de détection et de résolution qui doivent être intégrés pour optimiser leur efficacité. Par exemple, un système de détection IDS peut être couplé à un outil de suivi pour accélérer les réponses. Ça, c'est des parties assez sympas de l'audit. Vous êtes forcé quand même vous pouvez pas faire le consuflant. C'est-à-dire que lire des slides, ça ne marche pas. Un autre processus que je trouve hyper intéressant, qui au début, je l'avais trouvé un petit peu plus, je dirais, pénible, c'est le cadran, ce qu'on appelle processus. C'est le P. C'est vraiment l'ADN de la gestion des incidents. Ce processus va assurer la cohérence et l'efficacité. Il y a la gestion de l'escalade. Escalader un incident critique au niveau de gouvernance et au service juridique est souvent une question de minutes, et c'est pas en heures. Donc tout ça, si c'est pas écrit, si votre équipe n'est pas au courant, ça ne marche pas. Le processus spécifique, comme le P7, c'est un processus qui va être par exemple dédié au phishing, qui peut inclure l'analyse des emails, la communication avec les victimes et l'identification des attaquants. Tout ceci, il faut l'écrire. Il ne faut pas juste dire oui, on détecte, oui, on va faire le takedown du site de phishing, oui, on a envoyé un mail auprès de la personne qui nous a émis l'alerte, etc. Non, il faut que tout ça ce soit écrit. Et bien entendu, ce que j'ai adoré, c'est le P8, c'est le retour des audits. Une boucle d'amélioration continue garantit que les faiblesses identifiées lors des audits sont corrigées. Alors, pourquoi SIM3 V2 est essentiel? Depuis sa création, SIM3 a été adopté par des organisations majeures comme le FIRST, l'ENISA, le TFC CERT. La version 2 va élargir son applicabilité à d'autres types de structures, renforçant son rôle comme standard mondial pour les équipes de réponse à incidents. Avec des exemples concrets comme des recommandations claires, SIM3 V2 offre aux CERT une feuille de route vers l'excellence. C'est surtout un avantage quand vous êtes responsable de CERT ou de CERT. Grâce à SIM3, vous allez pouvoir aussi construire votre budget, votre feuille de route pour comment je vais faire évoluer mon équipe de réponse à incident et aussi calmer certaines ardeurs de la part de la gouvernance en disant tu as un budget de 10K et tu vas créer un CERT international. Ça marche pas. Donc la conclusion, c'est qu'on avance vers une maturité opérationnelle accrue. Adopter SIM3 V2, c'est vraiment investir dans l'avenir. C'est un modèle qui va vous aider, quand vous avez une équipe de réponse à incident, à anticiper les menaces, optimiser leurs réponses et surtout à renforcer le rôle stratégique de l'équipe de réponse à incident. Et en tant qu'expert, il est vraiment de notre responsabilité d'aligner nos pratiques sur ces standards pour protéger efficacement nos entreprises et nos communautés. Vous pouvez utiliser SIM3 si vous êtes une association et vous essayez de monter un CERT. Après cette présentation rapide de SIM3, je souhaite vous parler du code de déontologie qui est associé à SIM3. Il faut savoir que c'est un framework qui est très complet et ce code de déontologie a été développé dans le cadre du modèle SIM3. Il est conçu pour établir des standards éthiques dans la gestion des incidents de sécurité. Et nous allons examiner ces principes ensemble, son importance et surtout son application pratique. Alors pourquoi déjà un code de déontologie? Dans un environnement où les CERT manipulent des données sensibles et collaborent avec des acteurs variés, un cadre éthique devient indispensable. Et les raisons principales, ça va inclure la confiance. Les CERT gèrent des informations confidentielles et un code de déontologie garantit que ces données sont traitées avec le plus haut degré d'intégrité. Il faut savoir, vous n'allez pas avoir une amende si vous ne respectez pas le code de déontologie. Par contre, vous n'aurez plus jamais une information. Parce qu'on va dire que votre équipe de réponse à incident, elle n'est pas étanche. Si vous vous amusez à publier des données qui sont par exemple en TLP-READ, donc avec un niveau de confidentialité maximum, vous les publiez sur votre profil LinkedIn ou sur un podcast par exemple, ce genre de choses, plus personne n'ira vous donner quoi que ce soit comme info. La responsabilité. Les membres des CERT et des CERT doivent adopter des comportements professionnels aussi bien dans leur travail que dans leur usage personnel des technologies. C'est pas parce qu'on a une info durant la journée qu'on va l'utiliser le soir. J'ai une anecdote là-dessus. On a vu un sous-traitant qui travaille dans un SOC. Il faisait de la recherche en vulnérabilité. Il trouvait les vulnérabilités durant la journée et le soir, il les revendait sur des plateformes de bug bounty. Ça se fait pas. C'est un exemple. Il a mal fini. Ça s'est fini au niveau judiciaire. Après, il y a l'alignement avec les bonnes pratiques. En respectant ce code, les équipes renforcent leur crédibilité auprès des parties prenantes, qu'il s'agisse de gouvernement, d'entreprises ou d'autres équipes de réponse à incidents. Le deuxième point que je voulais vous parler, ce sont les principes fondamentaux du code de déontologie de SIM3. Ce code de déontologie repose sur plusieurs axes qui sont vraiment essentiels. La confidentialité des données. Les informations sensibles, qu'elles concernent des incidents ou des vulnérabilités, doivent être protégées de manière stricte. Cela inclut le respect du protocole TLP, ce qu'on appelle le Traffic Light Protocol. Je vous ai fait un épisode hier sur ce point.
Le professionnalisme, les membres des CICIRT doivent agir avec diligence et équité en évitant tout conflit d'intérêts ou comportement inapproprié pouvant affecter la réputation de l'équipe. Respecter les lois et règlements, ça c'est quelque chose qui me surprend encore. On voit des équipes qui ne sont pas conformes aux cadres légaux en vigueur comme le RGPD en Europe, tout en veillant à la conformité éthique de leurs actions, mais ainsi que du code pénal. Se connecter sur un serveur d'attaquants, c'est se connecter sur un STAT, ce qu'on appelle un système de traitement automatisé de données qui ne vous appartient pas. C'est du pénal, on n'a pas le droit de faire du hackback quand vous êtes un CSIRT ou un CERT d'une entreprise. Après, chacun est responsable, hein, mais on le fait pas. Quand on signe ce code de déontologie, on accepte de pas le faire. La transparence et la responsabilité. En cas de crise ou d'erreur, le code encourage une communication honnête avec les parties concernées tout en cherchant à tirer des leçons pour améliorer les pratiques. Si vous vous plantez sur un forensic, ça sert à rien d'aller défoncer votre forensicer. Il y est pour rien. Voilà, il a fait une erreur, il n'a pas vu telle chose. C'est plutôt de se dire comment on fait pour pas la reproduire, cette erreur. Et c'est là qu'on va rentrer dans ce que j'appelle moi la véritable bienveillance. Évidemment, on va être énervé sur le coup, on va dire, oh, t'as fait une erreur, mais à la fin, c'est qu'est-ce qu'on fait pour pas que ça se reproduise. Et ça fait partie de ce code de déontologie. Et aussi bien les collaborateurs que les responsables doivent le signer. Et dans les applications concrètes de ce code, il y a une formation continue. Les équipes doivent intégrer ce code dans leur formation pour garantir que chaque membre en comprend les implications. Ça, c'est un cas, c'est-à-dire que chaque année, vous faites re-signer votre code de déontologie, vous demandez que les collaborateurs puissent le relire, puissent le comprendre, et il faut savoir qu'il se rajoute au code de déontologie de l'entreprise. Il y a des cas pratiques. On va imaginer un scénario, une équipe CSIRT reçoit des données d'un autre CSIRT sous le label Telpered. Le code de déontologie exige que ces données soient protégées et partagées uniquement avec des personnes autorisées sous peine de perdre la confiance de la communauté. Comment vous allez stocker ces données? Est-ce que vous les laissez en clair? Vous les mettez sur un drive? Voilà, etc. Et du Telpered, est-ce que vous allez le diffuser sur un drive partagé avec, par exemple, tout un département qui n'est pas dans l'équipe de réponse à incident? Évidemment, la réponse est non. Vous allez le mettre soit en PGP, soit dans un conteneur Z, ce genre de choses. On n'utilise pas un zip avec un mot de passe. Ou comme j'ai vu dans certains cas sur des fichiers CSV, j'ai eu droit lors d'un audit, j'étais assez surpris. La personne écrivait en blanc sur fond blanc et disait mais vous voyez on voit pas le texte, donc j'ai protégé le document. C'est pas une private jokes, hein, c'est vraiment vrai quoi. Moi je suis resté très sérieux, j'étais à deux doigts de lui arracher la tête, mais je suis resté calme. Les audits internes, donc le code de déontologie recommande la mise en place de processus d'audit pour s'assurer que les membres respectent ces directives au quotidien. Alors pour tous mes confrères qui travaillent dans des organismes financiers, nous on a la chance, on se fait auditer tous les ans, donc on n'a pas de chance. L'audit interne, on l'a tout le temps. Pour ceux qui sont dans d'autres entreprises où on ne s'est pas auditer, c'est quelque chose de très bénéfique parce qu'un audit interne a un avantage, ça va vous aussi vous assurer du budget pour faire les rémédiations. Donc moi je le vois plutôt toujours du côté positif plutôt que le côté négatif. Et quand on compare avec d'autres codes éthiques, le code de déontologie SIM3 s'inscrit dans la continuité d'initiatives comme l'Ethic First ou le code de conduite du Trust Introducer. Toutefois, il se distingue par son alignement direct avec les paramètres SIM3 en intégrant des exigences vraiment spécifiques pour les CSIRT, comme les CERT, comme la gestion de crise ou la collaboration internationale. En adoptant le code de déontologie SIM3, les CSIRT ne se contentent pas de respecter un standard. Ils renforcent vraiment la confiance au sein de la communauté de la cybersécurité avec leurs parties prenantes. Ce code, c'est pas juste, on signe pas un bout de paplard, quoi. C'est un guide pour des pratiques exemplaires dans un domaine où l'éthique est cruciale. Pour vous donner un ordre d'idée, quand j'ai commencé mes fonctions de responsable de CERT, ils ont mis 3 ans à me parler. Quand j'allais à l'international, dans les différentes conventions, tout le monde, alors on vous dit bonjour, on vous dit bonjour, ça va, voilà. Mais pour avoir de l'info, rien. Et il a fallu que je fasse une dizaine de déplacements en personne. On m'a donné une première information. Et ils ont juste testé pour savoir si l'information qu'ils me donnaient allait ressortir. Et ainsi de suite. Et au bout de 3 ans, on a commencé à juste, comment dirais-je, avoir le sommet de l'iceberg. Aujourd'hui, avec plus de 10 ans, ça va, on a de l'info et ils savent que chez Intel, on peut donner une info, c'est étanche, donc ça ne sort pas, ça ne se diffuse pas. Ou chez Intel, on donne pas d'infos, ou au contraire, on va donner de l'info parce qu'on sait que c'est Radio Moquette, il va le filer à tout le monde. Donc ma conclusion, c'est que ce code, c'est pas une simple formalité, c'est un guide pour des pratiques exemplaires dans un domaine où l'éthique est vraiment cruciale. Pour cette troisième partie, sur le SIM3, l'OpenCSIRT, fondation qui a développé un outil en ligne d'auto-évaluation gratuit, et je dis bien gratuit, basé sur le modèle SIM3, il est destiné à toutes les équipes de réponse à incidents. Cet outil va vous permettre de mesurer votre niveau de maturité en matière de gestion des incidents de sécurité. Alors, c'est un outil qui est accessible en ligne, gratuitement, et je vous mettrai le lien dans l'épisode, mais il est aussi disponible sur le site de l'OpenCSIRT. Il va vous guider à travers différents paramètres du modèle SIM3, vous aidant à identifier les domaines nécessitant des améliorations et à renforcer vos capacités en gestion des incidents. Mais surtout, il va vous permettre aussi de choisir
quel niveau SIM 3 vous voulez avoir. Si vous, par exemple, vous voulez rentrer au First, vous choisissez un onglet, il y a le First. Vous voulez rentrer vous voulez avoir les niveaux de sécurité et de maturité de l'ENISA, vous choisissez ENISA. Vous avez après les niveaux TFC Cert. C'est vraiment un outil indispensable. Ça vous donne déjà une première idée du travail qu'il y a à faire. C'est une étape essentielle pour votre équipe de réponse à incident. C'est gratuit. On n'hésite pas. C'est pragmatique, c'est factuel, c'est actionnable. Bravo à Don et à Peter qui ont mis cet outil en place avec tout le reste de l'équipe de l'OpenSea Cert. Et enfin, pour terminer, il existe une formation certifiante pour devenir auditeur SIM3, qui est toujours à l'initiative de l'OpenSea Cert Foundation. Alors, c'est une fondation qui a été créée en Hollande. Elle vise à former des professionnels capables d'évaluer la maturité des CCIRT selon le modèle SIM3. C'est une formation qui dure 3 jours. Alors, il y a une session qui c'est pas de la pub, c'est juste pour vous donner pour vous montrer comment ça fonctionne. Il y a une session qui est prévue du 5 au 7 mars 2025 à Prague, en Tchéquie. Elle est dispensée en anglais par Don Skrivort et Miralov Maj. Ce sont les auteurs des versions 1 et 2 de SIM3 et des cofondateurs de l'OpenSea Cert avec Klaus-Peter Kozakowski. Alors, je vais parler plus avec le cœur qu'avec, comment dirais-je, que technique. On a en face de nous des dieux vivants de la réponse à incident. Il y a une grande humilité qui en ressort, et quand j'ai suivi leur formation et l'expérience qu'ils ont, ce sont des gens qui ont plus de 30 ans d'expérience dans ce domaine. C'est pas des dinosaures, hein. C'est des dieux vivants. Et quand je leur avais parlé de comment nous on faisait des incidents, etc., vous prenez une claque, hein. Non, ils sont vraiment bons. Vous ressortez de cette formation, elle est terrible. Alors, il y a des prérequis pour devenir auditeur SIM3. Il faut faire 3 ans d'expérience en gestion d'incidents ou des menaces. Alors, il faut travailler soit dans un CCIRT, un SOC, ou un ISAC, ou un PCERT. Il faut avoir participé activement à la communauté. Et quand j'avais demandé à suivre cette formation au début, la réponse était non. Je dis, mais pourquoi non? J'ai l'expérience, mais vu que je ne participais pas à la communauté, c'est-à-dire que je n'avais pas publié, je n'avais pas travaillé sur des sujets, etc., c'était, non, et c'est pas une question d'argent. C'est pas le chèque qui fait que vous allez être pris à cette formation. Alors, le budget pour se former, il faut compter entre 1 300 et 1 400 euros suivant la date d'inscription. Pour une fois, c'est vraiment pas cher pour une formation qui va vous donner accès au matériel pédagogique, au format électronique. Vous suivez ça en présentiel. Il y a toute la partie rafraîchissement pendant les formations, c'est-à-dire tout ce qui est boisson, etc. Mais surtout, vous avez accès aux formateurs. Et les formateurs, c'est pas des consultants, genre ils ont 23 ans, ils sont seniors, hein. Non, vous avez Don en face de vous, vous allez avoir Miralo, vous allez avoir Peter Close. C'est chaud, hein. Moi, j'ai pleuré. J'ai suivi cette formation en Irlande. Je suis arrivé en mode, je vais tout plier. Pendant 3 jours, j'ai pas dormi. C'était hyper compliqué. L'examen de certification qui est prévu à la fin de la formation, c'est terrible comme examen. Parce qu'on vous dit rien sur l'examen. C'est-à-dire que vous suivez la formation, vous avez des exercices, vous devez parler énormément de ce que vous faites. Une fois qu'ils ont validé que vous avez l'expérience requise et que vous avez suivi attentivement la formation, vous êtes évolué pendant les 3 jours. C'est 3 jours de contrôle continu. Mais en vérité, c'est pas ça qui va faire que vous allez réussir. L'examen à la fin sur une feuille de papier, c'est une feuille blanche. Il n'y a pas de QCM, il n'y a pas d'ordinateur. Et on va vous donner des use cases et vous allez devoir appliquer SIM3 par rapport à ces use cases. Et c'est vraiment tendu, quoi. Sur le coup, je me suis dit, ouais, facile, tranquille, je vais plier le truc. Non, je l'ai pas plié, hein. J'ai saigné et le jeu de cerveau, il a fonctionné. Mais il faut savoir qu'en cas d'échec, une période de 6 mois est accordée pour combler les lacunes. Alors là, je dis que c'est là où il y a le petit, pas l'entourloupe, on va dire le petit côté un peu sympa. J'ai passé au mois de juin l'examen, j'ai eu mes résultats en janvier de l'année suivante. Donc il y a un petit moment, c'était assez surprenant parce que dans mes objectifs de cette année-là, j'avais la certification SIM3 à obtenir en tant qu'auditeur. Et quand j'ai fait mon entretien de fin d'année, on m'a dit, est-ce que tu as la certification? J'ai dit, non, j'ai pas le papier, je peux pas vous le présenter. Et j'ai pas la réponse. Donc je n'ai pas eu cet objectif. C'est juste la private joke. Et voilà, cet épisode spécial SIM3 du podcast de Radio Cesseur du dimanche 8 décembre touche à sa fin. J'espère qu'il vous a plu, qu'il vous a apporté des informations utiles. N'hésitez pas à me laisser vos avis. C'est très compliqué de le faire juste en audio, mais j'ai voulu essayer. Ça sera un premier draft. N'oubliez pas, si vous avez des questions ou des suggestions de sujets que vous souhaitez voir abordés dans nos prochaines émissions ou des infos sur SIM3, laissez-moi un message sur le répondeur de Radio Cesseur au 07 68 72 20 09. 07 68 72 20 09. Je suis là pour vous. Prenez soin de vous et à demain pour un nouvel épisode. Et on est déjà au numéro 118. C'est dingue. Je suis en train de changer d'hébergeur du podcast. J'étais chez Ocha et je pars sur Podcast Edic. Pourquoi je change? Tout simplement, j'en ai marre de voir sur mon podcast la pub pour une autre boîte, quoi. C'est aussi simple que ça. Je vous souhaite à tous une
un très beau fin de week-end. Moi, je vais goûter le gâteau que j'ai préparé. Bise.